Salut les pirates, c'est le Captain Crochet et je suis pas tout seul parce que je suis avec Antoine, le boss de 130livres.com. Salut Antoine. Salut Captain, salut les pirates. On va très vite aujourd'hui dans la présentation, un peu comparablement au volume de boxe de Léo Santa Cruz. Vraiment, on va mitrailler aujourd'hui. On va parler de petits bonhommes, mais de grands petits bonhommes pour un fight to remember. Mais ce n'est pas un fight, ce n'est pas un combat, mais c'est plutôt, je devrais dire aujourd'hui, Antoine, un duel à se remémorer. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est de l'histoire récente qui, à force d'être récente, l'est plus tant que ça. Alors c'est assez marrant d'ailleurs parce que c'est voilà, on fait pas gaffe et puis ça devient, les mecs prennent leur retraite et puis ça devient des classiques sans qu'on ait fait attention, hein, en quelque sorte. Tout à fait. Et ça fait écho d'ailleurs pour le premier volet de ce diptyque en plus justement à une salle qui existe depuis pas si longtemps que ça en tant que salle de boxe, le Barclays Center, mais le premier combat dont on va parler, mine de rien, a ancré quelque chose dans cette salle, a contribué à écrire sa légende naissante. Et donc, voilà, paradoxalement, c'est rigolo parce qu'en en parlant, on se dit, ouais, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Et puis, on s'aperçoit que, moi, tu as l'impression que ça fait 3 ans. Et puis, en fait, non, c'est un peu plus. C'est déjà inscrit dans l'histoire, dans l'histoire de la boxe. Et ça le mérite. Tu t'aperçois justement que ce diptyque-là, il a sa place tout à fait au même titre que des combats un peu plus anciens où l'image est moins bien définie, on va dire ça comme ça, quand tu la regardes sur YouTube. Et tu t'aperçois qu'on est déjà quelque part au niveau requis et que c'est des combats qui ont l'importance, la valeur historique qu'il faut pour en faire ce genre de vidéo. Tout à fait. C'est c'est exactement ça. Merci d'avoir aussi bien parlé et d'avoir présenté ce duel parce que oui, c'est un duel qui restera. Oui, c'est un duel qu'on a eu la chance de voir. Et oui, même surtout pendant le deuxième combat, on sentait qu'il s'inscrivait profondément dans l'histoire de la décennie des années 2010 en tant que grand duel. Grand duel. Il n'y en a pas tant que ça dans les années 2010. Il y en a, évidemment. On Bien sûr. remémorer Canelo, Triple G, Froch, Groves et Kessler. Enfin, il y a des duels qui étaient, qui avaient de la gueule, de la prestance et qui resteront. Mais je trouve qu'il y a quelque chose avec ces deux petits bonhommes de supplémentaires et qui fait que on est aussi dans la grande classe. Il y a une élégance qui entoure ce duel qui est très très agréable et on se retrouvait transporté alors qu'on était dans des choses ultra modernes. Tu parlais du Barclays Center, leur équipement, la télévision, les réseaux, etc. Mais on était, en même temps qu'on était dans quelque chose d'actuel et de moderne, on était renvoyé dans ces belles époques des featherweight des années 50, 60. Et j'ai véritablement, si vous me suivez depuis le début de la chaîne, Froch Santa Cruz est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié. Énormément apprécié. Et je ne sais pas pour toi, mais ce cachet et cette valeur, finalement, elle nous a quand même surprise. L'intérêt qu'on y a porté, moi j'ai été surpris d'y m'intéresser autant parce que je ne suis pas un mec des petites catégories généralement, à part pour les grands pas, à part pour les grands champions, évidemment. Mais ce duel m'a surpris. Pourquoi? Parce que ça vient compléter des carrières qui étaient des carrières où ça charbonnait fort concernant Léo Santa Cruz. Mais Léo Santa Cruz m'avait un peu déçu, souviens-toi, dans ce Waterloo de la boxe, Mayweather-Pacquiao, parce qu'il est en sous-carte et qu'on n'a pas les étincelles qu'on attend avec lui. Tu te souviens de ça, Antoine? Oui. Je suis assez d'accord sur le fait que la sous-carte de Mayweather-Pacquiao, mais qui était en soi on va dire, une soirée un peu maudite par définition. Mais c'est vrai que son combat contre Mijares, il est pas. Ah non, c'est pas Mijares, c'est Mares. Non. Contre qui?
C'était contre qui qu'il est C'était avant Marès. C'était avant Marès. C'était avant Marès, d'accord. Marès arrive l'été et là, c'est formidable. Ouais. Mais effectivement, c'est un dire oui parce que Marès, pour le coup, c'est au Staples Center. Et c'est fou. C'est un vrai bon combat parce que Marès aussi, c'était autre chose. Voilà. Mais à la fois, c'est vrai que sur le papier, Frampton contre Santa Cruz, tu sais à l'époque que c'est une opposition entre deux bons boxeurs. Après, Frampton, il a un peu ce syndrome du boxeur anglais dont tu sais pas forcément, enfin britannique, dont tu sais pas forcément ce qu'il va donner de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. C'est pas écrit en fait. Il a déjà passé l'Atlantique une fois. Il a boxé un adversaire qui était un peu un no-name à El Paso. Ouais. Et il est passé à ça. Dans les débuts de PBC. Dans les débuts de PBC, avec un début de combat très difficile. Il est passé à ça de la catastrophe. Il est allé 2 fois au tapis. Il a reconnu après coup qu'il avait mal préparé son combat, qu'il avait sous-estimé son adversaire et pas fait de sparring au Texas. Et ça a fait lui coûter énormément. Donc Frampton, tu as un peu un point d'interrogation sur son caractère exportable. C'est un type qui a l'habitude, il est nord-irlandais, il a l'habitude de boxer à Belfast ou en Angleterre, mais c'est encore un autre monde pour un champion britannique d'aller boxer aux États-Unis. Et puis Santa Cruz, le truc avec Santa Cruz, c'est qu'il est bon, on le sait, mais tu l'as dit, c'est un peu uneventful. La sous-carte de Mayweather-Pacquiao laisse pas un souvenir extraordinaire. Et puis, il a un truc particulier aussi, ce Santa Cruz. C'est à double tranchant. Tu l'as rappelé, c'est un type plutôt classieux. C'est pas un trash talker, c'est un boxeur assez respectueux. En plus, il n'a pas cette espèce d'aura de soufre, ni par l'attitude, ni même sur le ring. Parce que sur le ring, on l'appelle terremoto, c'est le tremblement de terre. Mais au fond, il a un style tout en volume. Et c'est pas quelqu'un qui sort d'énormes chaos, quoi. C'est pas une brute de la jungle sur le ring. C'est pas un macho mexicain que tu vas imaginer dans des duels ensanglantés, etc. C'est pas ça, Santa Cruz. Donc tu te dis, t'attends pas forcément un grand combat. Moi, je me suis dit avec ce mec-là, il est intéressant. Ce sera un bon boxeur. Il prendra des ceintures dans X catégories, très bien. Mais est-ce que c'est un boxeur qui va me passionner? Avant les combats contre Frampton, je n'étais pas très clair là-dessus, objectivement. Il méritait le respect, mais c'est une chose un boxeur que tu respectes et c'est une autre un boxeur qui te fait te lever dans la nuit du samedi au dimanche pour exulter devant ton poste. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait et puis face à lui, alors Frampton, tu l'as dit sur la classe. Alors Frampton, lui, c'est le swag. C'est un petit bonhomme, mais il a une gueule. Il porte des pièces. C'est un petit peu Peaky Blinders, quoi. Et donc c'est un duel de gentlemen entre guillemets. C'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est vrai que ça renvoie un peu à des époques plus anciennes. Et est-ce que tu arrives à faire un combat excitant avec ça? C'était toute la question. Avant le premier Frampton Santa Cruz, on ne savait pas trop. Moi, c'est pas un combat, tu vois, je ne me suis pas relevé la nuit pour ce combat-là. J'aurais dû, prospectivement, les pirates, on ne fait pas toujours les bons choix, hein, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas vu en direct, je l'ai vu en différé celui-là. Ouais, et on pouvait pas totalement s'y attendre. Pourquoi? Parce que, comme on vous l'a dit, Leo Santa Cruz a une boxe très particulière de volume, d'asphyxie, de coups, même si il peut être très technique, j'y reviendrai. Oui. Mais ce qui est fort, c'est que avec lui, on est en 2016. Mais en fait, depuis 2015 et août 2015, je me souviens l'avoir vu, c'était un dimanche sur ESPN et je l'ai vu en direct. Il y a eu ce combat, la Battle of Los Angeles, entre lui et Abner Mares, qui est un truc de fou à regarder. Je veux dire, le volume de boxe, tu cherches, c'est incroyable, c'est des mitraillettes. Ça n'arrête jamais. Des mitraillettes. C'est presque particulier à voir. Voilà. Et c'est un combat fou. Même si Santa Cruz arrive à mettre, moi, ce qui m'impressionne dans ce combat, c'est que Santa Cruz arrive dans ces volumes hallucinants de rapidité, arrive à placer des uppercuts. Et ça, c'est quand même très, très fort à faire. Mais bon, en fait, le combat était quand même, c'est une sorte d'asphyxie pendant 12 rounds. C'est un truc de dingue à regarder. Qu'on se dit, on a le duel, on a les deux personnages, on a le duel, l'histoire va continuer. Donc en fait, on était plus tourné par la suite de l'histoire contre Abner Mares et de son côté,
Frampton, qui est un excellentissime technicien, franchement, il s'est regardé dans toutes les écoles de boxe. Carl Frampton, toute sa carrière, les années 2013, de 2013 à 2018, s'est regardé dans toutes les écoles de boxe. Franchement, c'est fort. Et finalement, le grand combat, le grudge match des toutes petites catégories chez les Anglais, en UK, contre Quiggs, en fait, avec une bonification partielle de titre, le combat est chiant à mourir, tu vois. À mourir. Quiggs est blessé très vite. Il s'est cassé la mâchoire, ça on le sait après, et ce qui explique quand même des choses. Mais comment dire, l'impression a été telle que la hype et l'envie sur Frampton est un peu rebaissée. On sent. Ça, c'est une vraie déception. Une vraie déception. Et donc, Frampton monte de catégorie chez les featherweight, si je ne m'abuse pas. Il monte en featherweight. Catégorie. Et puis, comme il y a des acquaintances avec PBC et que Frampton s'est lié avec Barry McGuigan, la légende irlandaise Barry McGuigan, et que l'entraîneur est Shane McGuigan, le fils de Barry, et va arriver ce combat qu'en fait on n'attendait pas, quoi, tu vois. Le 30 juillet en 2016, dans une année qui est une année pauvre, de boxe, et donc dans un été pauvre. L'été 2016 est un été vraiment pauvre de boxe. Et Santa Cruz Frampton au Barclays Center. Bon, moi, je regarde ça, je me dis... Oui. Ouais, juste avant, Santa Cruz a... Alors, Santa Cruz a... après Mares, il a pris Kiko Martinez, que Frampton avait déjà boxé, et il lui a mis une grosse tête. Alors, ce qui est très marrant à l'époque, moi, c'est ce que je me dis en voyant les résultats, j'ai pas vu le combat en direct, je me dis, putain, Kiko Martinez, ça y est, il est shot. Tu vois le temps qu'a duré Kiko Martinez après, évidemment, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc, adversaire plus dur pour Frampton que pour Santa Cruz. Et effectivement, à la réflexion, oui, ça... En fait, à l'époque, je me dis, mais déjà, le mec, il tapait pas en poids coq, donc il n'y a aucune raison qu'il tape en feather, que je me dis, c'est vraiment parce que complètement shot. La suite de l'histoire prouvera que c'est pas tout à fait vrai, que j'étais un peu induit en erreur, mais j'avoue que je sous-estimais un peu Santa Cruz de ce point de vue-là. Tu vois, c'était le petit gars qui tapait pas pour moi, et s'il arrivait à mettre KO Martinez, c'était plutôt lié à Martinez qu'à Santa Cruz, quoi. Ouais. Et donc arrive ce combat, mais comme je vous dis, moi je m'y intéresse un peu par défaut en fait, puisque je suis pas rassasié. Tu sais, j'ai pas ma dose, j'ai pas mon fixe de boxe assez dans cette année 2016. Vous voyez mes vidéos, hein, on était déjà youtubeurs à l'époque. Et donc j'ai regardé ça, mais d'un œil juste pour dire de la boxe. Je suis très étonné que ça soit un main event au Barclays Center. Pourquoi? Parce que Santa Cruz, son public, c'est les Latinos, c'est le Texas, c'est le sud de la Californie, c'est ça, c'est le Nevada, tu vois. Et tu te dis, bon, à New York, voilà. Et tu te dis, bon, Carl Frampton, c'est pas une méga star, quoi. Je veux dire, c'est pas Anthony Joshua. Tu te dis, ok, comment ils vont remplir ça? C'est un Nord-Irlandais. C'est particulier la boxe là-bas, c'est-à-dire que en boxe professionnelle, en boxe amateur, quand tu es Irlandais du Nord, tu boxes sous les couleurs de l'Irlande. Mais ton pays, ça reste la Grande-Bretagne, par la force des choses. Lui, il s'est toujours dit, Frampton, il a un background unioniste. Il a grandi dans une famille unioniste. Donc, il a toujours dit qu'il avait été fier en amateur de défendre les couleurs, de l'Irlande. D'ailleurs, il n'a pas un énorme pédigré amateur, Frampton. Il est allé une fois en finale. Il a beaucoup de victoires, mais il est allé. On connaît nous bien en France parce qu'il a affronté. Ah, ça coupe, mon cher Antoine. J'ai pas entendu ce que tu disais, mon cher Antoine. Il est allé en finale des championnats d'Europe contre Kedafi Djelkir, qui sera futur adversaire de Lomachenko aux Jeux Olympiques. Mais il n'a pas un gigantesque pédigré européen. En revanche, lui, son identité irlandaise fait qu'à New York, il peut avoir un petit public, mais c'est vrai que c'est pas non plus. Ça ne va pas chercher très loin. En plus, petite catégorie, tu l'as dit. Pour une grosse soirée de boxe, c'est assez étonnant de leur donner les clés du camion à tous les deux. C'est très étonnant, très étonnant. Et finalement, c'est ça parfois, tu sais, les dieux de la boxe décident que cette soirée restera.
Et on va aller dans un combat absolument, comment dire, magique et tragique à la fois. Pourquoi? Et ça, il faut aussi le reconnaître à Santa Cruz, et je pense que c'est un élément qui va complètement compliquer sa carrière. C'est que déjà à l'époque, son père, qui est son mentor, qui est son entraîneur, qui est je veux dire, qui est l'élément stabilisateur de Léo Santa Cruz, son père déjà lutte contre un cancer à cette époque-là. Et c'est, comment dire, son père aura des rémissions tout le temps. Enfin, souvent, à l'approche du combat, le père l'entraîne et en même temps lutte contre un cancer. Je pense que mentalement, il faut quand même reconnaître que ça te prend tellement que cette histoire dure, quoi. Il est vrai que Santa Cruz, on se demande si, comment dire, s'il a été si souvent que ça libéré sur le ring. Tu vois ce que je veux dire? Libéré. Et c'est une vraie question que je me pose, et je crois avoir une réponse, notamment avec le rematch. Mais c'est un élément qu'il faut que vous gardiez en tête, Antoine. Ouais, c'est tout à fait possible ce que tu dis. En effet, il y a l'image de son père qu'on voit, qui a son chapeau de cow-boy, qui est là au premier combat, qui est présent, qui parle à son fils, qui est très dans le combat. Sûrement que ça a un peu perturbé Léo. C'est vrai, Léo qui par ailleurs a une fois de plus, tu sens le style du père quand tu vois le fils, parce que je pense que si Santa Cruz était un bonhomme plutôt respectueux, plutôt pas dans les canons du macho mexicain habituel, c'est probablement son père qui lui a aussi transmis ça, ou en tout cas qui en a pas fait autre chose, quoi, qui l'a pas tiré dans une autre direction. Mais c'est vrai que ça aura sûrement compté. Dans ce premier combat, il y a des éléments tactiques qu'on va voir ensemble, bien sûr. Dernier point peut-être sur la soirée. Alors, tu as dit à très juste titre que c'est bizarre de donner une aussi grosse soirée à une affiche de featherweight. Effectivement, derrière, en sous-carte, tu sens qu'ils ont un peu soigné le truc quand même. Tu sens que, tu vois, il y a Nicky Garcia, il y a Tony Harrison, il y a Malina G, il y a Tevin Farmer. La sous-carte est quand même assez blindax. Pour le coup, voilà, il y a des noms. Si tu n'as pas confiance en ta grosse affiche, tu vas mettre une sous-carte qui est quand même d'un certain niveau. Donc Et l'ambiance va être superbe. Parce que le premier pari est rempli. Et il faut bien dire que Frampton ramène du monde. Alors, Irlande, New York, c'est facile à faire. Voilà. Ouais. C'est un vol facile à faire, mais ils sont là, ils mettent l'ambiance, et ça va tout de suite impacter la couleur du combat. Puisque Léo Santa Cruz essaye de mettre en marche Terremoto, le tremblement de terre, c'est-à-dire son volume de boxe, mais la classe, le coup d'œil, la technique et comment dire, le jeu avec la distance de Frampton fait que tout de suite Santa Cruz est mal à l'aise sur le ring. Il est mal à l'aise, il n'arrive pas à déclencher comme il veut déclencher, et ça se passe déjà tout de suite. Et en plus de ça, Carl Frampton est chaud bouillant, puisque le magnifique contreur qu'il est là ce soir-là aussi, Antoine. Oui. Et ça va se voir dès le deuxième round. Il y a un crochet gauche à l'intérieur qui fait vaciller. Reculer, il fait vaciller Santa Cruz dans les cordes. L'image du combat. Et c'est sûr que ce duel tactique, Frampton, il l'a très bien préparé. En effet, on peut émettre des doutes. Je reviens là, mais sur les Britanniques qui vont combattre, qui vont prendre des gros combats aux États-Unis. C'est compliqué pour tous les Européens, les Britanniques en particulier. Mais là, Frampton, il a des yeux pour voir. Et avec son entraîneur, avec Shane McGuigan, ils ont préparé le truc très intelligemment. Santa Cruz, il avance. Même si Frampton est plus petit, Santa Cruz est un boxeur qui avance, qui donne du rythme, qui boxe en ligne, qui ne se pose pas de questions, qui est presque un peu monocorde. Si tu veux chercher un peu les limites de la boxe de Santa Cruz, il n'y a pas vraiment de surprendre. Il n'a pas l'habitude de ça, et ce n'est pas quelqu'un qui fait des grandes variations dans un combat. Et Frampton, donc, il s'est habitué à avoir un train qui va lui arriver dessus. Il s'est préparé à ça, très intelligemment.
Ça l'arrange quelque part que le grand fasse l'effort de venir vers lui. Ça va lui éviter, lui, le petit, d'avoir avancé. Frampton, il est tout petit. Hein. Il fait 1m65 et autant d'envergure. Donc, c'est vraiment, c'est pas un poids lourd. Quand tu vois la dimension, tu vois, récemment, là, le poids plume qui a battu Robsy Ramirez, là, le poids plume mexicain qui fait 1m85, qu'ils ont préparé en laboratoire, je ne sais pas d'où ils le sortent, Rafael Espinoza. Là. Bon, bah, Frampton, c'est vraiment un petit format. Et Santa Cruz, c'est pas un gros châssis non plus. Il est plus grand, il n'est pas très épais. Il est plus longiligne. Ça se fera d'ailleurs contre Gervonta. C'est pas un châssis gigantesque. Hein. Et donc, effectivement, Frampton, bah, tu l'as dit, c'est un très bon contreur. Et il a du Santa Cruz qui fait du Santa Cruz contre lui. Alors, il se régale. C'est pas facile. Ce sera jamais facile dans ce combat. Mais effectivement, au début, en particulier dans le deuxième, quand il le prend sur un crochet gauche à l'intérieur, Frampton fait ce qu'il voulait. Après, il y a toujours cette incertitude qui est intéressante, même pendant les premiers rounds, c'est que tu sais très bien que Santa Cruz, il a un moteur qui peut l'amener sur la Lune. Si tu ne le mets pas KO, il va continuer, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Et la question, c'est de savoir combien de temps Frampton va revenir. Combien de Frampton va arriver à faire le Il a une machine incroyable. Et ça, c'est voilà, le doute, il est là. Même quand tu vois que le combat démarre plutôt à l'avantage de Frampton, il restera toujours un doute là-dessus jusque très tard dans le combat. Quoi. Et alors, Frampton, il bouge la tête aussi, Frampton. Voilà, ce que ne faisait pas Abner Mares. Toutes les erreurs que n'a pas fait Abner Mares, qui a voulu aller voir le combat contre Abner Mares, qui a voulu répondre du tac au tac au volume de boxe de Leo Santa Cruz, oublie des fondamentaux, c'est-à-dire le mouvement de balancier et surtout les angles et surtout on part vers la gauche, on part vers la droite et on remise. Et c'est magnifique de la part de Carl Frampton qui met quelque chose, qui met une tactique plutôt à laquelle n'a jamais répondu Leo Santa Cruz par le passé. Et en fait, Leo Santa Cruz va mettre une partie du combat à s'ajuster à ce petit bonhomme de Carl Frampton qui gère totalement le combat jusqu'à, on va dire, la mi-combat où Santa Cruz arrive à remettre la guerre dans la tête de Carl Frampton. Mais Frampton est toujours... Enfin, les mouvements de Frampton dans ce duel sont magnifiques. Ouais. Il est véritablement à étudier en école de boxe, Antoine. Oui, totalement. Il n'a pas toujours les mains très hautes, mais il bouge la tête. Il bouge la tête intelligemment, il anticipe. Il est aidé en cela par Santa Cruz qui ne varie pas beaucoup sa boxe. Et donc, il se régale. Alors, il se régale une fois de plus. Hein, ça reste très intense en face. Hein. Et quand Frampton prend des coups nets, parce que ça lui arrive, tu t'aperçois, c'est lui qui monte. Hein, c'est lui qui était... Santa Cruz était déjà en featherweight. Frampton vient de monter. Et tu t'aperçois qu'il prend les coups sans grande difficulté, en fait. Que quand il fait une erreur et qu'il prend quand même la baigne, ça va tenir. Donc... en gros, tu comprends assez vite quand tu regardes le combat qu'il y a très peu de chances que ça finisse avant la limite, cette affaire. Parce que aucun des deux n'a vraiment de quoi foutre en l'air l'adversaire. Donc ça va se jouer à la façon dont tu grattes les rounds. Et sur la façon dont tu grattes les rounds, en gros, pendant cette première partie du combat que tu évoques, tu sens que Frampton est meilleur défensivement, parce qu'il bouge la tête. Tu sens qu'il met les coups, pas en volume, mais c'est lui qui met les coups les plus nets, les plus méchants. Et puis, tu sens aussi que, quelque part, c'est lui qui fait le combat qu'il veut. Parce qu'il impose les termes du duel, tu l'as dit, en imposant ces petites variations qui font que Santa Cruz ne peut pas complètement dérouler sa méthode de moissonneuse-batteuse. Donc, c'est très clair que Frampton, d'après les critères de scoring, il est, même si c'est lui qui avance la plupart du temps, c'est pas lui qui est devant. Ouais. Et un combat très intense jusqu'à la fin. Parce qu'ils savent qu'ils sont proches l'un de l'autre. Et même Santa Cruz sait qu'il tire de l'arrière, comme on dit ici, mais qu'il n'est pas loin, qu'il est très très proche et que un enchaînement, voilà, que ça peut jouer aussi un round volé. C'est très 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 serré, mais c'est intense. Ce qui fait que l'ambiance est magnifique. Il y a une ambiance, je veux dire, il y a un troisième homme qui est le public. Et c'est magnifique à voir. Je pense que l'histoire de ce combat, c'est quand même Frampton qui prend l'avantage et qui réussit à le maintenir coûte que coûte jusqu'à la fin et qu'il a un edge, comme on dit, qu'il a ce edge qui lui permet d'avoir la victoire et il a la victoire dans un moment, dans une soirée qui devient en fait
sans qu'on l'ait vu venir, qui devient une magnifique soirée de boxe et une magnifique victoire, une grande soirée pour un athlète. Première défaite aussi de Leo Santa Cruz. Hein. Oui. Et à cette époque-là, tu prends le haut de Leo Santa Cruz, c'est quand même vraiment fort. C'est une très très grande soirée. Ce qu'il n'avait pas eu contre Quiggs, qu'il espérait avoir sa grande soirée contre Quiggs, ben là, il l'a à New York, vis-à-vis de la diaspora irlandaise, c'est très fort. Dans la catégorie du dessus, d'ailleurs, il devient le premier boxeur nord-irlandais champion du monde dans 2 catégories, il a marqué l'histoire. Il a déjà marqué l'histoire quelque part en battant Quigg, même si le combat était un peu décevant, parce qu'à la fin de l'année, il est devenu, et c'est quand même quelque chose, ça prouve aussi que c'est une personnalité, c'est un personnage, il est devenu chevalier de l'Empire britannique, ce que tous les boxeurs ne sont pas, même s'il y a beaucoup de boxeurs anglais qui ont des gros palmarès, bien sûr. Mais Frampton, il est devenu. C'est la preuve que c'est un type dont l'aura dépasse le ring. On l'a dit, il est élégant, c'est un personnage, il a du swag, il a une certaine élégance naturelle. C'est le genre de gars, l'exemple vaut ce qu'elle vaut, mais il a beaucoup d'humour aussi. On rappelle sur sa page Wikipédia, tu vois, qu'il y a une année, c'est 2016 me semble-t-il, peu importe, mais où il finit, tu vois, dans un magazine masculin, il finit en tête du palmarès du cool, devant des mecs comme David Beckham, voilà, c'est la preuve que le mec a quand même quelque chose. Et puis, sur un ring, il est pas con, quoi. Il réfléchit extrêmement bien. Et franchement, il fait un combat tactiquement. Alors, ce qui est très fort aussi de sa part, quand tu regardes le scénario du premier combat, c'est que Santa Cruz reprend la main et arrive à imposer sa boxe dans les middle rounds, 6e, 7e round. Il fait quelque chose mieux. Il envoie mieux son jab. Il est plus autoritaire et tu sens qu'il gratte les rounds. Et Frampton a la capacité à en reprendre derrière. C'est-à-dire que, et c'est compliqué contre Santa Cruz, parce qu'avec l'accumulation de la fatigue, tu peux te dire que tu finis par lâcher la rampe, quoi. T'en as marre, t'es saoulé de coups, t'as le mec qui est toujours dans ta gueule, etc., à dérouler. Et Frampton va reprendre le fil et regratter des rounds jusqu'au moment où les rounds 11 et 12, c'est énorme. Enfin, vraiment, c'est un duel, c'est beaucoup du centre du ring, c'est très intense, le public est en feu. Tu peux un peu les donner à l'un ou à l'autre, peu importe, mais c'est magnifique. Vraiment, c'est un combat, même quand vous n'êtes pas très excité par les petites catégories, ce qui peut se comprendre, c'est un sommet. C'est un sommet, c'est dans une année, comme je vous dis, qui est une année pauvre, hein, 2016 qui est une année pauvre. Donc ce sommet va tout de suite sortir du lot et va permettre, pour finir avec Carl Frampton, et va permettre à Carl Frampton d'être... Est-ce que tu vois bien? Pour Ring Magazine. Oui. Fighter of the Year. Voilà. Fighter of the Year. Et c'est pas rien, ça. Ça, c'est pas rien. C'est un titre en soi. Que Carl Frampton ait réussi à être Fighter of the Year, ça vous dit quand même beaucoup. Et quand tu vois le temps qu'Inoue a mis à pouvoir être Fighter of the Year et ce qu'il a dû faire pour ça, c'est la preuve que les petits, pour eux, c'est pas facile d'avoir ce genre de distinction. C'est très, très dur. Très, très dur. De son côté, et ce qui est magnifique aussi, ce qu'on vous conseille de regarder, c'est les interviews d'après-combat. Parce qu'il y a de l'humour, il y a une classe entre les deux personnages. C'est des mecs avec la grande classe, une élégance qu'on ne voit plus. Normalement, et une élégance à la Marcel Cerdan, une élégance à la Sugar Ray Robinson, la vraie élégance, tu vois. Et il nous repropose ça. Moi, je les ai adorés pour ça. Mais de côté de Leo Santa Cruz, première défaite, quand même grosse frustration parce qu'il sent qu'il est passé à côté de son vrai combat. Il sent que les choses... Donc, ça veut tout de suite un rematch. Et on va l'avoir. Et honnêtement, souviens-toi, tu sais, Showtime, à l'époque, faisait les annonces, tu sais, tous les 3 mois de ce duel. Pour annoncer 2017, c'est ça qui a annoncé. Et moi, je suis bouillant. Je suis bouillant. C'est-à-dire que le rematch est annoncé. Quelques mois plus tard, on est en janvier 2017. Janvier 2017 est un très bon mois de boxe, notamment sur Showtime. C'est incroyable. Avec PBC, ils ont fait un mois de boxe qui était génial. Il y a 2 grandes réunions. Gervonta Davis devient champion du monde. Voilà, il y a plein de choses. Mickey Garcia est de retour. Enfin, bref, c'était super ce mois de janvier. Mais alors, ça finit avec ça. La vraie affiche, c'est celle-là. Et
ce qui est fou, c'est que bon, alors en sous-carte, il y a Mickey Garcia. Hein. Il y a une belle sous-carte. Oui. Il y avait une belle sous-carte, vraiment. Mais on T'as continue. Josh Taylor qui est encore un petit garçon. Oui, qui est Josh aussi. Taylor qui, Josh Taylor qui est ouais, là aussi. et Benavides, David, qui est là, Qui est là. qui est encore assez, enfin, qui a une petite quinzaine, enfin, qui a une quinzaine de combats, quoi, et qui. Donc c'est pas une petite sous-carte non plus. Mais là, il peut avoir confiance dans leur tête d'affiche, parce que tout le monde veut voir ce Oui. combat. Tu l'as dit, l'état d'esprit, il a rien à voir. Premier Mais combat, c'est So What. Et Deuxième il y combat, a, c'est Must See. il y a une conférence de presse. Il y a plusieurs conférences de presse. Mais il y a une conférence de presse en Irlande. Il y a une conférence de presse à Belfast où Santa Cruz va faire la conférence de presse. Il le voulait vraiment, hein, ce rematch, Santa Cruz. Il le voulait vraiment. Il a tout fait pour l'avoir. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, va arriver un combat que moi, j'adore. J'adore le premier. Mais j'adore celui-là. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ambiance magnifique. Le pari de remplir le MGM Grand Garden Arena est réussi avec une partie du public mexicain, mais qui était là pour les frères Benavidez, qui était là pour Mickey Garcia, qui était là aussi pour Leo Santa Cruz, associés aux Nord-Irlandais qui ont fait le déplacement. Et en fait, je pense que c'est, comment dire, un pari qui était beaucoup plus, encore plus inconcevable que contre Ricky Hatton. On en a parlé avec Ricky Hatton, cette force de Ricky Hatton de faire venir son public. Mais là, Carl Frampton y arrive aussi, alors pas au niveau de Ricky Hatton, mais quand même remplir à plus de 10 000 personnes le MGM Grand Arena pour ça, ben c'est un super succès. Et encore, l'ambiance magnifique. Une ambiance de connaisseurs de boxe, une ambiance, les mecs sont là, dans un très bon esprit. On est là pour voir un grand combat, ce qui va donner encore une ambiance magnifique. Et un combat qui est très très fort, puisque Leo Santa Cruz va montrer finalement son vrai pédigré, et Leo Santa Cruz va faire quelque chose auquel on ne s'y attendait pas. Il est tellement dans une... Carl Frampton est encore égal à lui-même, des déplacements magnifiques, un mouvement de balancier magnifique, un coup d'œil magnifique, mais Leo Santa Cruz arrive à faire l'exploit que peu de monde pensait, c'est-à-dire à boxer contre nature, ne pas se laisser aller à un volume de boxe infernal seulement, mais à être parcimonieux, in and out, comment dire, imposer une distance à Frampton qui le gêne. C'est absolument incroyable, et répondre aux attaques de Frampton, avoir le dernier mot dans les échanges, à chaque fois. Très important de la part de Leo Santa Cruz. Un travail au corps, je vous conseille de regarder le travail au corps au 6e round. Le crochet gauche au corps de Santa Cruz sur ce combat, il est magnifique. Magnifique. Au 6e round, le travail au corps de Santa Cruz qui envoie des missiles au corps de Carl Frampton, c'est absolument extraordinaire. Et donc, presque par effet miroir, Leo Santa Cruz prend the edge, prend l'avantage sur ce combat, et en fait, c'est Carl Frampton qui doit essayer de casser la dynamique. Va-t-il y arriver? Va-t-il y arriver? Va-t-il y arriver? Et en fait, je trouve que l'histoire du combat est complètement inversée avec le premier, c'est-à-dire que Santa Cruz tient la tête du peloton et va réussir quand même jusqu'à la dernière minute à tenir cette petite marge d'avance qu'il a face à un Frampton qui essaye et mais qui ne peut pas. D'excellentissimes échanges. Ça boxe avec, sans haine, mais ça boxe avec une furie, mais qui n'est pas une furie pleine de haine. Ils ont qu'une haine l'un contre l'autre, mais ça boxe, c'est furieux, c'est un combat absolument sublime. Alors, Antoine, est-ce que tu vois les choses comme ça? Oui, c'est un combat génial. C'est un combat, d'ailleurs, finalement, qui n'aura pas lieu à Belfast, ce qui aurait été logique, entre guillemets. Mais Frampton, il s'en fout parce qu'il est content de boxer à Vegas. Lui, il se rêvait gamin. Gamin, il se rêvait en tête d'affiche à Vegas, etc. Donc, et puis, il a aussi, dans le camp Frampton, il y a une certaine confiance à l'approche de cette revanche.
Parce qu'on se dit qu'on a on a craqué le code la première fois. C'est ça. Et il y a même des mots dans l'entourage de Frampton. Alors, une fois de plus, on n'est pas dans le chambrage, hein, c'est pas ça. Mais le camp Frampton dit on va travailler, on va essayer de le mettre KO. Tu vois, il y a quand même une certaine. On est assertif. On se dit, voilà, Santa Cruz, on l'a compris. Et de son côté, Santa Cruz, lui, d'une part, son père va mieux. Alors, c'est bête à dire, mais c'est quand même un facteur qui compte. Très important. Captain, son père va mieux. Et puis, Leo Santa Cruz, il n'est pas là pour tuer Frampton, lui. Il est là pour gagner le combat. Parce que c'est pas, c'est un le boxer. Voilà. Et en effet, tu vas fonctionner à front très tôt dans le combat, à front un peu renversé par rapport au premier. C'est-à-dire que Frampton, qui laissait venir Santa Cruz, il y va parce qu'il veut marquer son territoire, d'une part, et puis l'autre part, parce que Santa Cruz le laisse venir, en fait. Il le piège. Et effectivement, les dispositions psychologiques, tactiques des deux boxeurs sont différentes. Et puis Santa Cruz donne un meilleur jab. Il laisse venir Frampton, il donne un meilleur jab. Tu l'as dit, il travaille excellemment au corps. Il s'emploie à finir les échanges. Et très tôt dans le combat, en fait, il est devant de la même manière que dans le premier combat, c'est Frampton qui était devant, qui faisait la course en tête, tu l'as rappelé. Il y a... alors, round 1 et 2, c'est plutôt, dans ma tête, c'est plutôt Santa Cruz. Frampton revient dans les rounds d'après. Puis, c'est le très bon passage de Santa Cruz. Tu l'as dit, round 6, il travaille au corps de ouf. Le round d'avant, il y a une image, et c'est là que tu t'aperçois malheureusement que Santa Cruz n'a pas un énorme punch. C'est qu'au round 5, en fait, à la toute fin du round, il cueille Frampton pleine gueule, alors que Frampton a les mains basses, qu'il est en train de reculer. Et s'il a un peu de pêche, s'il a un peu de peps, s'il le met par terre, il ne le met pas par terre. Donc bon, c'est un des problèmes de Santa Cruz, mais c'est à toi, à moi. C'est-à-dire que 5-6, c'est Santa Cruz. 5-6, c'est Santa Cruz. 7-8, c'est plutôt Frampton. Et puis, ensuite, tu as sur la fin du combat, alors là encore, c'est assez c'est front contre front, c'est de plus en plus soutenu, intense. Mais là, ce qui fait la différence, c'est la précision cette fois-ci de Santa Cruz. Frampton était plus précis au premier combat, c'est Santa Cruz qui est plus précis au deuxième. Et Frampton va gagner le dernier round de façon un peu désespérée, en y allant balls to the wall, en attaquant. Mais la messe est déjà dite. C'est Léo qui a fait les meilleurs ajustements entre les deux combats, qui a un peu laissé Frampton se prendre au jeu de ouais, je suis le champion et tu vas voir, je vais te foutre en l'air, etc. Et je pense que personne ne s'attendait à ce que Santa Cruz surprenne pugilistiquement, parce qu'on avait l'habitude de le voir dérouler toujours le même game plan, ce qui aura surpris Frampton cette fois-là. Donc, le right guide, c'est décision serrée, mais comme au premier combat, et c'est intéressant à voir quand même, parce que tu vois, moi, dans toutes les trilogies ou dans tous les diptyques du monde, je t'inverse les résultats, je te dis ouais, etc., etc. Là, premier combat, décision serrée, premier combat pour Frampton, deuxième combat pour Santa Cruz, ouais, aucun problème avec ça. Vraiment, c'est l'histoire qui s'est racontée et on nous a paniqué sur les cartes. Voilà. Ouais, voilà. On a oublié de parler de son tic avec son point à Leo Santa Cruz, mais qui est très, très particulier. Et finalement, le combat est magnifique et serré malgré tout. Voilà, et tout le monde, à la suite de ce combat, tout le monde se dit non, mais là, on a une numéro 2, mais on veut le numéro 3. Mais tout de suite, hein. Et au micro, et c'est là où j'ai une immense déception. Au micro de Jim Gray, Santa Cruz, Jim Gray parle tout de suite, il faut un troisième match là. Là, il faut un troisième match. Et Santa Cruz, oui, j'ai demandé le rematch, il me l'a donné. Je suis un homme de parole. Il y aura un troisième combat. Ok. Frampton accepte la défaite. Il ne cherche même pas, il accepte la défaite. Bravo à Léo. On pourra faire un troisième combat à Belfast. Et d'ailleurs, c'est là où il a quand même de l'humour, même après une défaite, tu vois. Et d'ailleurs, il pourra dormir chez moi, il n'y a pas de problème. Hein. Il peut. Donc, mais c'est quand même génial de dire ça, quoi. Frampton, il a eu des répliques humoristiques quand même assez bonnes. Il se moque de lui-même, tu sais. Il dit, moi, je suis dans la catégorie nain, tu vois. Et il parle de lui comme ça. Et donc, on s'attend à ça. Et honnêtement, on se dit,
comment dire, là, Los Angeles a tellement fait ça que on se le veut, quoi, ce combat devant 30 000 personnes à Belfast. On se le veut. Enfin, je veux dire, là, moi, j'en rêvais, quoi. J'en rêvais. Et en fait, ça n'arrivera pas parce qu'en fait, peut-être trop compliqué et dangereux pour le clan Santa Cruz et PBC. Ça tombera à l'eau. De son côté, ça va complètement ruiner la relation entre Barry, Shane McGuigan et Carl Frampton, puisque en fait, Barry McGuigan, alors au niveau financier, ils ont sur le deuxième combat contre les Santa Cruz, il y a des gros problèmes entre eux, de très gros problèmes entre eux. Ils iront au tribunal. Mais en plus de ça, la frustration supplémentaire, c'est que Barry McGuigan n'a pas fait signer à Element une clause de troisième combat sur papier. Ça a été un accord de principe. Ça a été un accord oral. Bon, voilà. Non. Et donc, finalement, si vous vous souvenez bien, en 2018, Carl Frampton boxera, je crois que c'est à Belfast, boxera à Belfast en main event, mais ça ne sera pas contre le Santa Cruz. Et d'ailleurs, ce sera un éliminatoire, en fait. C'est une demi-finale, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Mais en fait, ce qu'on retiendra, c'est le retour de Tyson Fury, qui revient. Tyson Fury, qui revient à ce moment-là. Il est sur son deuxième combat de retour. C'est pas encore très fifou, comme on dit, mais il aura son combat contre Wilder juste après. Et on retient ça. Et donc, il vole la soirée, Tyson Fury. Mais il vole pas que ça. Parce que Tyson Fury a rendu les entrées sur le ring avec Freed from Desire assez légendaire, tu sais. Oui. Et qui rentrait sur le ring avec la musique de Freed from Desire? Mais c'est Carl Frampton. C'est Carl Frampton qui rentrait avec Freed from Desire et ses entrées sur le ring. Et d'ailleurs, son entrée sur le ring à Las Vegas et avec cette chanson, et c'est une belle entrée sur le ring d'ailleurs. Il y avait une grosse ambiance. Donc voilà, grosse frustration des années. C'est une de mes grosses frustrations des années 2010. C'est pas avoir su ce troisième combat, Antoine. Dans la foulée, en fait, si je remets l'histoire en fait dans le bon ordre, dans la foulée du combat de la revanche contre Santa Cruz, il est prévu donc un combat contre Andrés Gutiérrez à Belfast. Frampton, preuve qu'il n'est pas très bien disposé, qu'il se passe des choses dans son camp, et que ça ne va pas, il rate le poids d'une livre. C'est inhabituel chez le garçon, ce qui n'arrive pas. Et non seulement il rate le poids d'une livre, il fait une déclaration, il se mortifie, etc. Mais plus tard, avant le combat, Gutiérrez glisse sous sa douche et se blesse. Oui. Le combat est reporté, puis il est annulé. Et ça rajoute en fait à toute l'animosité qu'il y a entre Frampton et le clan McGuigan. Et effectivement, donc cet enchaînement de petites merdes mises bout à bout va aboutir à un gros problème parce que objectivement, Shane McGuigan et Frampton, ça marchait bien. C'était un attelage. Ça marchait bien, mais c'est devenu très personnel. Hein. Ils sont allés au tribunal, tout ça. Et d'ailleurs, Frampton ira avec Frank Warren par la suite. Il y a encore un immense combat contre Josh Warrington qui arrive en 2018. Absolument. Entre-temps, je crois qu'il a battu Donner aussi, Frampton. C'est le plus gros combat on s'en souvient parce qu'on croyait que Donner il était fini à ce moment-là, mais il ne l'était pas. Ouais, Donner aussi. Donner dans la série des mecs que tu crois flinguer et qui reviennent après. C'est incroyable. C'est un peu ça. Mais donc, ni Frampton, ni Santa Cruz ne sont finis. Ils ont tous les deux encore des belles pages à écrire. Et c'est un peu con qu'on n'ait pas eu ça. Parce que c'est vrai que, objectivement, quand on y réfléchit, les deux, l'un a besoin de l'autre. Quand tu vois leur héritage. Alors, pour Santa Cruz, il y a des combats contre Marès. Il y a les deux combats contre Marès qui ont compté. Je suis d'accord. Je voulais y venir. Ouais. Mais quand même, je veux dire, ce qui les définira plus tard, quand tu repenseras à leur carrière dans 10 ans, c'est quand même les deux combats qu'ils ont livrés l'un contre l'autre. Pour Santa Cruz, un peu complété par Marès. Pour Frampton, il y aura le combat contre Quigg qui n'était pas bon, mais qui était symbolique, qui a eu une importance britannique, on va dire. Mais le highlight de leur carrière, c'est leurs deux confrontations, oui.
Exactement. Et je le pense vraiment, mais je pense aussi que dans l'ère moderne, dans les années qui vont venir, peut-être à la fin des années 2020 ou au début 2030, les deux pourront rentrer au Hall of Fame. Alors, Frampton, il rentrera par une plus grande porte que Santa Cruz, je pense. Mais Santa Cruz, il rentrera quand même parce que malgré tout, il y a deux duels, mais deux duels qui resteront Frampton et Abner Mares, et où Santa Cruz va dominer Abner Mares, et d'ailleurs, il va finir Abner Mares. Abner Mares ne sera plus jamais le même. Il est beau, hein, le deuxième combat contre Abner Mares est aussi complètement différent. C'est aussi encore un Santa Cruz qui sait faire le boxeur, qui sait surprendre, et qui surprend Abner Mares. C'est un très beau combat, mais c'est vrai que Léo Santa Cruz, il passait à côté d'une bien plus grande carrière. Il aurait pu avoir une bien plus grande carrière. Il faut quand même rajouter pour Santa Cruz quand même que lui est champion du monde dans 4 catégories, parce qu'il a eu une ceinture en coque. On en parle moins, c'est moins prestigieux. Il en aura une en super plume. Et déjà en super plume d'ailleurs, avant son combat contre Gervonta, qui était un peu une escroquerie, mais il prend une ceinture à 130 livres, alors que vraiment, Léo à 130 livres, il est limité. C'est-à-dire que vraiment, il tape pas, quoi. Pour le coup, tu vois, déjà il tape pas très fort. Si je me souviens bien, il était en sous-carte de Caleb Plant, quand Caleb Plant contre le Colombien, là, Ebzeki, je ne sais plus comment il s'appelle, quand il prend la ceinture IBF, Caleb Plant. Merde, oui, non mais Ouscategui, non ouais, c'est Los Angeles dans une petite salle. Ouscategui, oui. Ouscategui, et Léo Santa Cruz est en sous-carte. Et le combat juste avant. Et franchement, l'impression n'est pas bonne. Franchement, l'impression n'est pas bonne. Et c'est déjà la fin de Léo Santa Cruz. Non, Santa Cruz, il ne fallait pas le faire boxer à 130. Et c'est une escroquerie totale que Gervonta les boxer à 130. Et que, franchement, et ce qui est dramatique pour Léo, c'est qu'effectivement, ça reste une image iconique, le chaos. Ça reste quelque chose de très marquant. Et on va beaucoup l'associer à ça, ce qui est complètement immérité, bien sûr, parce que contre Gervonta, il ne peut pas gagner. C'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, Gervonta, par définition, il dit merde, il avance, il prend 5 coups pour en donner un, mais il met le mec KO. Enfin, je veux dire, c'est obligé quand tu vois les avantages respectifs des deux gars. C'était obligé. Il y avait aucune, il y avait absolument aucune autre issue possible. Donc, en effet, alors, je ne sais pas d'ailleurs si Léo a officiellement pris sa retraite ou pas. Il n'a pas boxé depuis 2022. Il n'a pas boxé en 2023. Mais à la fois, alors il faudrait, pour que ça ait la moindre cohérence, qu'il revienne, il faudrait vraiment qu'il boxe en dessous de 130. Parce que 130, c'est trop pour lui. Ça va pas. En plus, il y a des tueurs. Non, vraiment, ça va pas du tout. Mais est-ce qu'il est encore capable de le faire? Voilà, faut pas oublier qu'il a quand même des ceintures dans 4 catégories, plus les combats de Mares qui sont assez mémorables. Pour moi, ça fait, tu vois, ça fait le paquet. Hall of Fame, il finira par l'avoir. Il finira par l'avoir. J'en suis persuadé. Et ça restera de très, très beaux combats que vous devez connaître et avec un charme suranné qui était absolument plaisant à ne pas oublier. Ce duel est un duel à ne pas oublier. Voilà. Merci Antoine de 130livres.com de m'avoir accompagné dans ce souvenir absolument fantastique. C'était a fight to remember, mais on dira plutôt a duel to remember aujourd'hui. Évidemment, avec Antoine, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures box. Porte-toi bien, Antoine. Ciao. Salut, Captain. Salut, les pirates.